Alors évidemment, c'est une transition que j'ai utilisée pour présenter la table ronde maritime, hein, qui, avec l'honneur que nous font le commandant Le Bourris ce matin, et puis le docteur Guizhou, hein, d'intervenir lors de cette table ronde du monde maritime. Donc je vais vous présenter nos invités. Le commandant Le Bourris, on se connaît hein, depuis un moment. Il a commencé, donc il a fait l'école navale. Et puis, il a eu un parcours où, c'est le capitaine de vaisseau Le Bourris, hein, 5 gallons juste pour la grille de lecture. Et il a du coup eu une carrière hein, qui est marquée aussi par la RH, puisque Gwenegan, alors nous on s'est connus, tu étais directeur de cabinet de la communication auprès de l'amiral Soudan, je crois, et tu as occupé différents postes hein, de commandement au sein de bâtiments de surface, donc les bateaux, et plus particulièrement tu as été directeur de l'école d'application des officiers au niveau de ce qu'on appelle la mission Jeanne, puisque la Jeanne d'Arc, le bâtiment n'existe plus, mais il y a la mission Jeanne. Tu as été aussi gestionnaire, c'est-à-dire DRH marine, commandant second d'un grand bâtiment, hein, qu'on appelle les FREM, les frégates multimissions. Et puis, tu es actuellement commandant hein, de la FREM Bretagne. Donc c'est un plaisir et un honneur, Gwenegan, que tu nous fais de venir aujourd'hui parler des problématiques RH dans le monde maritime. Et donc à ce titre-là, je te cède respectueusement la parole. Merci. Merci Sophie, merci à toute l'équipe d'organisation de m'avoir invité pour ce panel. J'espère que le micro passe bien. J'avoue que c'est assez pas intimidant parce que j'ai vu d'autres choses dans ma carrière, mais c'est très spécial pour moi de parler devant un amphi comme ça. En espérant vous apporter quelque chose, j'arrive avec beaucoup d'humilité sur mon métier. Donc je suis actuellement commandant de l'équipage A de la frégate Bretagne. La frégate Bretagne, pour vous la situer, c'est un bâtiment qui fait 140 mètres de long, 6000 tonnes, mais qui fait surtout pour vous 110 à 150 marins. J'ai un facteur d'évolution de mon équipage, mais l'équipage permanent est de 110 marins que je commande, que je dirige, et qui opère en mer. Quand je dis en mer, ça veut dire n'importe où sur le globe. Ce bateau est capable d'intervenir sur tous les théâtres. Et son métier, à ce bateau, sa fonction, c'est de maîtriser un espace aéromaritime. Alors maîtriser quand on est militaire, ça veut dire savoir ce qui s'y passe, détecter des mobiles en l'air, sur la mer, sous la mer surtout. C'est la vocation principale de ce bateau, c'est de détecter des sous-marins. Et une fois qu'on les a détectés, on va les classifier. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que ce sont des gens qui juste travaillent? Et puis si la mission m'en est donnée, je vais aussi intervenir dans cet espace pour vraiment le maîtriser, c'est-à-dire me permettre d'obtenir une liberté d'action. Liberté d'action qui correspondra aux effets militaires que la France voudra avoir sur cet espace. Ce bâtiment-là, c'est 110 marins, 150 marins, peuvent agir seuls, ou le plus souvent agir dans une force constituée de 5, 6, 8 bateaux de ce type-là, qui sont amenés à maîtriser un espace beaucoup plus grand ou escorter des unités précieuses, c'est-à-dire des unités qui pourront produire un effet militaire bien supérieur, et je pense notamment au porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi à des bâtiments de déploiement de troupes, mais également à des bâtiments civils qu'on voudrait escorter parce qu'ils auraient une cargaison qu'on voudrait absolument sécuriser. Dans ce monde maritime, j'agis au contact de l'ensemble des acteurs du monde maritime, c'est-à-dire que là, moi, je vous décris une marine de combat, c'est ce que je vais vous préciser dans mon intervention, mais je suis forcément aussi au contact des autres acteurs du monde maritime, et on s'aperçoit que le milieu maritime nous amène beaucoup de similitudes et beaucoup de cultures communes. Et c'est peut-être ça que je vais décrire avec vous aujourd'hui. Donc je vous propose d'embarquer avec moi dans mon métier de commandant de bâtiment de combat, pour peut-être par analogie réussir vous aussi à embarquer vos équipes, embarquer vos équipages dans la mission que vous leur confierez. C'est en tout cas mon motto, je commande un équipage, je les fais embarquer en mission et en équipage, et je vais vous le décrire. Pour ça, j'aurais pu avoir différents propos, différentes étapes de mon parcours. Comme Sophie l'a dit, j'ai fait un petit peu de RH à la mode Marine nationale. La Marine nationale, comme vous la voyez, c'est quand même une grosse institution, donc on fait des RH avec notre culture métier, c'est-à-dire que ce sont des officiers de marine pour la plupart du temps qui structurent cette RH dans l'ensemble des spectres de la mission de RH que vous maîtrisez bien mieux que moi. Et on est persuadé que la maîtrise du milieu, la maîtrise du métier nous amène une compétence supplémentaire et nous permet de mieux agir dans ce domaine-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, mais c'est comme ça qu'on le pense en tout cas. Je ne vais pas vous parler de la RH de la Marine nationale, je vais vous parler spécifiquement de mon métier d'aujourd'hui, qui est celui de commandant de bâtiment de combat.
Ce métier-là, je le décris au travers de trois verbes qui sont également les compétences qu'on évalue chez nos officiers au fur et à mesure de leur carrière pour savoir à quel niveau de maîtrise ils sont dans ces trois verbes. Ces trois verbes sont superviser, animer et décider. Je commence par le premier, superviser. Je supervise quoi sur mon bateau? Je supervise un certain nombre de fonctions RH que vous maîtrisez également dans vos domaines. La première, c'est de recruter. Alors, je ne suis pas un recruteur pour la Marine nationale. La Marine nationale recrute. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à nous les envoyer. On recrute 4000 jeunes par an. Mais vous voyez, 4000 jeunes sur les 42 000 marins, ça fait aussi un turnover important. Donc, on a un vrai effort de recrutement. Moi, je recrute au sens où je vais structurer mon collectif dès qu'un marin, un jeune marin, plus ou moins jeune d'ailleurs, embarque sur mon bateau. C'est assez simple. C'est physiquement marqué. Mon bateau n'est pas sur le quai. Donc, le marin va passer du quai au bateau et il franchit pour ça une coupée de mer qui nous relie. À partir du moment où il met le pied sur cette coupée, il change de monde et il arrive dans mon monde qui est celui de mon équipage. Donc je dois l'embarquer, je dois lui faire comprendre très rapidement qu'il va appartenir à ce nouveau collectif. Et on met beaucoup d'importance sur l'embarquement, au sens recrutement du terme, de cet individu dans ce nouveau collectif pour qu'il acquiert rapidement une fierté d'appartenir, une fierté de constitution dans son organisation. Ça nous permettra de le fidéliser et de le motiver dans cette nouvelle organisation. Deuxième action de supervision, là, le développement des compétences. Et là, je vais essayer de vous décrire au travers de 3 temps la différence que je fais, moi, entre une équipe et un équipage. Un équipage est une structure complètement autonome. Une fois que mon bateau est parti en mer, je n'ai plus de renfort. En compétences, en nombre. Donc je dois absolument m'assurer que je dispose à bord de mon bateau de l'ensemble des compétences que je pourrais avoir besoin d'utiliser. Que j'en dispose en nombre, en qualité et peut-être en surnombre qui me permettra de gérer des éléments qui pourraient survenir. C'est une logique qui est très vraie pour le bateau, elle est très vraie pour la Marine nationale. La Marine nationale a un recrutement qui est fermé à 27 ans et on a, dès ce moment-là, recruté l'ensemble des futurs cadres de cette institution. Le chef d'état-major de la Marine se recrute à 20 ans et on le fait monter en gamme pour que 35 ans plus tard, il soit capable de gérer les 42 000 marins. Alors vous allez me dire, c'est simple, un individu, mais c'est très vrai à l'ensemble des éléments constitutifs de notre marine. Donc vous avez des commandes bateaux, 25 ans de formation, des commandes sous-marins, 25 ans de formation, des experts sur certains systèmes, 15 à 20 ans de formation. Donc comme dans d'autres domaines, on est captif et on doit absolument faire monter la compétence au sein de nos équipes. Troisième élément de supervision, la fidélisation. Fidélisation qui passe pour moi par le développement des forces morales au sein de mon équipage. Je vais agir sur ces forces morales au travers de 2 éléments que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est la notion de confiance. La confiance, elle est d'abord dans le marin, dans sa confiance en ses capacités à remplir la mission que je vais lui donner. Donc une confiance individuelle qui est le fruit d'une formation, qui est le fruit d'un développement de compétences, qui est le fruit d'une expérience, beaucoup, et d'une réassurance qui va lui permettre d'assurer pleinement son rôle. Cette confiance individuelle ne suffit pas, et je vais construire une confiance collective au sein de mon équipage. Confiance collective qui va être construite au travers du vivre ensemble. Deuxième élément constitutif d'un équipage par rapport à une équipe, c'est qu'on vit ensemble. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a très très peu d'endroits d'intimité. Vous êtes en gros, quand vous dormez dans un bateau, votre intimité se limite à celle que vous connaissez peut-être d'avoir passé vos soirées ou vos nuits dans un wagon nuit de la SNCF. Voilà l'intimité d'un marin de mon équipage. Il a le droit de se mettre dans son lit, dans sa bannette, voilà mon terme technique, et il ferme son rideau. C'est son vrai espace. En dehors de ça, il n'a aucun espace où il est seul. Il a toujours quelqu'un qui est là pour vivre avec lui. Et donc ce vivre ensemble se structure, s'apprend, mais en tout cas vient générer une vraie confiance mutuelle. Car si on réussit, on réussira ensemble, et si on rate, on ratera aussi ensemble. Très très difficile de sortir un individu par sa performance d'un collectif comme celui d'un équipage de la Marine nationale. Deuxième élément de fidélisation pour moi, c'est une notion importante qui est celle de sens. Sens qui vraiment va permettre à l'équipage d'avoir une destinée commune, et c'est là son troisième élément constitutif pour moi. Donc un équipage est autonome, un équipage vit ensemble, un équipage a une destinée commune, qui veut dire que là où j'emmènerai le bateau, l'ensemble du bateau ira. Et aucun individu de cet équipage ne peut à ce moment-là sortir du collectif. Enfin, il peut essayer s'il veut, mais il aura une durée de survie dans ce monde hostile qu'est l'océan qui va être limitée. Et donc forcément, il est attaché à la destinée commune de l'équipage. Alors il le sait, et c'est pour ça qu'il est là, mais ce n'est pas tous les jours facile à vivre. Cette destinée commune, je la traduis donc par ce sens qu'on retrouve très bien décrit dans un livre de l'amiral Stavridis, qui est un ancien chef d'état-major de la marine américaine, où il décrit ce sens par une identité commune,
Identité qu'on va surjouer par le symbole dans un monde militaire, qu'on va surjouer par la fierté d'appartenance, qu'on va surjouer par les missions qu'on donne, ou le sens qu'on veut leur en donner en tout cas. Un système de valeurs communes et acceptées, partagées par l'ensemble des membres de cet équipage. Là aussi, nos valeurs sont multiséculaires au sein de la Marine nationale, et pour autant on les fait vivre et on les enrichit et on les fait revivre au travers de la jeunesse qu'on a. La moyenne d'équipage de mon bateau est de 28 ans, donc je peux leur donner des valeurs séculaires de la marine qui datent du XVIe siècle. À un moment, il faut qu'ils les incarnent et il faut qu'ils les comprennent dans leur fonctionnement. Donc une identité, des valeurs et un objectif commun, et là on est beaucoup plus circonstancié à une mission, on est beaucoup plus circonstancié aux circonstances de ma mission. Et cet ensemble-là me donne un sens qui permet, de mon point de vue, de fidéliser en développant les forces morales de mon équipage. Deuxième verbe, l'animation. L'animation se fait d'abord au travers d'une organisation. Alors même si je le voudrais, je n'organise pas mon bateau comme je le veux. Pourquoi ? Puisque sur les 110 marins de mon bateau, j'en change 30% chaque année. Donc chaque été, les marins tournent et vont d'un équipage à un autre. Alors pourquoi ce turnover est important ? Il est important parce que ces marins vont développer une expérience, une expertise qui va leur permettre de progresser au sein de la Marine nationale. Et cette expérience passe par des évolutions vers le haut en développement. Donc on démarre en bas de l'échelle et puis au fur et à mesure on grimpe en changeant de bateau tous les 3 ans à peu près, qui correspond à ce qu'on estime être un bon temps d'évolution. Ce qui m'impose à moi, commandant, de tous les étés avoir 30% de mes marins qui quittent le bateau et d'en avoir 30% de nouveaux. Et pour autant, on ne me met pas dans un cycle de remonter en gamme, de remonter en compétences. On me dit vous êtes capable d'opérer le plus rapidement possible. Pour ça, les bateaux sont organisés tous de la même manière. L'avantage que ça a, c'est que ça donne dans cette organisation une place à chaque marin. L'avantage, c'est que dans cette organisation, la délégation est organisée. L'avantage, c'est que dans cette organisation, on essaie d'éviter la tyrannie. Alors, vu de ma place, je veux dire qu'il n'y a pas de tyrannie. Vu de la place de mes subordonnés, ça les rassure de savoir que l'organisation va empêcher la tyrannie à bord de mon bateau. Cette organisation, elle est duale, elle est à la fois organique de mon point de vue, c'est-à-dire que nous gérons un bateau, un bâtiment de combat qui vaut 800 millions d'euros, 1 milliard avec ses armements, qui est d'une complexité infinie, dans des domaines très très précis. Et donc j'ai besoin d'opérateurs de maintenance, j'ai besoin de techniciens qui mettent en œuvre mes systèmes, j'ai besoin de gestionnaires de RH qui développent mes marins et qui les font grandir, qui les assignent, qui les affectent, qui les organisent. Cette structure, elle est, dans mon bateau, se décompose en 8 services qui agissent en permanence, dans des heures de bureau plutôt, c'est comme ça que je vais les qualifier, pour faire fonctionner une organisation. Cette structure ne remplit pas la mission du bateau, mais elle est indispensable au fonctionnement de l'entité. Et donc elle est cumulée avec une organisation qui est fonctionnelle et qui correspond aux missions du bateau. Et ces chaînes fonctionnelles, elles sont activées en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un rythme de quart, un rythme d'organisation différente, avec des délégations bien structurées, mais ce sont les mêmes marins qui font les deux. Donc je n'ai pas et des marins qui organisent et des marins qui font, j'ai une équipe qui organise et qui fait. Donc ils font le matin et puis ils conduisent l'après-midi, ou ils conduisent la nuit et ils font, etc. Et donc moi je joue en permanence, jouer sur cette dualité et sur cette difficulté de positionnement du marin dans son organisation, et en même temps sur la réactivité absolue que je veux dans ma chaîne fonctionnelle qui est la performance du bateau à la fin. Alors je stimule, j'entraîne, j'évalue la performance de tout ça, mais je dois en permanence jouer sur cette animation des deux éléments, parce que j'ai besoin des deux éléments, j'ai besoin de maintenir mon bateau en état de marche, de maintenir mes marins en état de forme et en état de développement, et en même temps j'ai besoin de conduire une mission. Donc je suis en permanence à gérer ce triptyque et à animer cette séquence. Troisième élément de l'animation, c'est j'anime un réseau d'experts. Vous imaginez la complexité de ce bateau. Vous voyez au-dessus de moi sur la diapositive les nombreux métiers de la Marine nationale. Il y en a 50 dans la Marine, moi j'en ai à peu près 25 sur mon bateau. Et j'ai des gens qui montent à un très haut niveau de technicité. Mon animation de commandement vise à faire se rencontrer ces experts, vise à les confronter. Et pour ça, le milieu marin est une bénédiction. Le milieu marin impose le cap, je vous l'ai déjà dit, on ne part pas en mer pour rien faire, vous irez peut-être sur la recouvrance, vous n'irez pas rien faire, le commandant de la recouvrance vous amènera quelque part, forcément, même si sa mission c'est de vous faire une initiation pédagogique, il vous amènera quelque part. Comme vous allez commencer à le faire, parce que si vous partez en mer demain, vous allez préparer votre navigation. Alors lui va la préparer d'un point de vue maritime, vous allez peut-être la préparer d'un point de vue équipement. Vous allez vous poser des questions, est-ce qu'il fera froid, est-ce qu'il fera chaud, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je pourrais manger. Parce qu'une fois que vous serez sur le bateau, c'est terminé, vous n'aurez plus accès à rien. Ou en tout cas à votre petit sac, est-ce que vous aurez mis dedans. Donc le marin prépare sa navigation. Le marin en permanence collecte et informe. On est en permanence en prise d'informations sur l'élément, sur ce qui se passe autour, d'un point de vue géographique, d'un point de vue activité, d'un point de vue météorologique. Et en même temps, je vais partager cette information avec l'ensemble des acteurs du monde maritime. Et enfin, deux éléments qui sont fondamentaux.
Le marin contrôle le temps et maîtrise l'espace. Contrôle le temps, c'est-à-dire qu'il est en permanence à se dire quelle heure est-il, à quelle heure est ma prochaine action et de combien de temps je vais avoir besoin pour me reconfigurer pour telle ou telle mission. C'est une donnée fondamentale de cette organisation. Le marin maîtrise enfin son espace, c'est-à-dire que pour aller déjà savoir où je suis, c'est une bonne idée. Savoir où je vais, c'est aussi une bonne idée. Savoir comment je vais y aller, en fonction des conditions, en fonction de la situation, en fonction du temps que ça va me prendre, de mes ressources mécaniques, c'est fondamental pour moi. Donc j'ai besoin en permanence d'inscrire mon action dans ce domaine-là, et pour ça j'anime ce réseau d'experts qui sont chacun des points de mesure, des points de conduite dans tel et tel domaine. Dernier élément, la décision, qui est peut-être celle que vous attendiez peut-être au départ sur ma fonction de commandement. Je vais vous dire que je suis un manager 99% du temps et un commandant 1% du temps. 1% parce que le commandement est un domaine très spécifique qui est lié à des conditions un peu extrêmes et qui, selon une situation que j'aime bien, débute là où va s'arrêter le règlement et la procédure. C'est quand on sera en dehors de ces procédures, en dehors de ce qu'on a pensé, que là on ira faire du commandement. Le reste du temps, je ne fais que gérer une organisation et gérer des équipes. Ce commandement, je le structure sur 4 temps. Le premier, sur l'anticipation de l'action. Je pense tout d'abord mon action par rapport à des amers. Donc si vous avez fait un peu de navigation ou pas, je ne sais pas. En tout cas, quand on est en mer, on n'a pas de système pour se positionner, on n'a pas de route, on n'a pas de panneau, et donc on se positionne par rapport à des amers. Donc les amers, c'est des phares, c'est des éléments de côte un peu remarquables, et donc je suis en permanence à me positionner par rapport à 2, 3 amers. Donc je prends ma boussole, je regarde un amer, et je me dis tiens, je suis dans le sud de cet amer, et donc du coup je suis quelque part sur une ligne qui part du phare de la pointe Saint-Mathieu que vous verrez peut-être sur la recouvrance, et je suis quelque part dans le sud. Et pour ça, j'ai besoin de 2-3 amers. Ce que je vous propose, moi, c'est de penser cette situation de position avec des amers que vous pourriez vous créer aussi. Donc c'est très vrai pour un marin. Je suis à cet instant-là, je suis par rapport à mes amers qui m'ont permis de me positionner, je veux aller à cet nouvel instant, à cette nouvelle position, et quand je m'y retrouve, j'y suis pas. J'ai été dévié. J'ai été dévié par quoi ? Par des circonstances qui ont eu une action sur mon positionnement et qui m'ont décalé. Et donc du coup, je recale ma navigation, je ne suis pas à l'endroit attendu, j'en suis à un autre, et du coup, pour ma prochaine navigation, je ne vais pas prendre la même route, je ne vais pas prendre le même chemin direct, je vais prendre un chemin qui va prendre en compte la déviation par les circonstances, parce que je les aurai mesurées. Et je les aurai mesurées parce que j'ai des amers qui sont performants et qui répondent à mon besoin. Donc des amers, vous pouvez travailler sur un livre de l'amiral Labouéry qui s'appelle « Penser l'océan avec Midway », qui date des années 90, peuvent être physiques, des espaces, c'est ce que je viens de vous dire, ils peuvent être des systèmes de force, de l'information, de la gouvernance, ils peuvent être des ressources, du temps, de la finance. Peu importe votre organisation, pensez cette action avec des amers. Deuxième manière de penser l'action, c'est d'organiser mon bâtiment avec un système que j'espère le plus antifragile possible. Et là, je reprends les travaux de Nicolas Taleb sur cette antifragilité, pour savoir comment est-ce que je vais avoir des structures qui vont pas, non pas encaisser le choc, parce que je m'attends à un choc, c'est mon métier, mais qui vont en plus apprendre du choc et être plus performantes à l'issue du choc. Deuxième élément de commandement, la communication. Je vise en permanence, avec mon système de subsidiarité, à donner mes intentions, ma finalité, à tracer des cadres d'action et à laisser ensuite les équipes travailler dans cet élément-là. J'ai donné l'intention, j'ai expliqué, et normalement, je n'ai pas besoin de donner d'ordre. Je ne viens donner des ordres que dans des éléments d'urgence, ou parce que la réaction n'a pas été bonne, ou parce que le temps ne me permet pas de faire autrement, ou parce que la gravité de l'action va nécessiter que ce soit moi qui prenne cette responsabilité-là. Mais dans 98% du temps, je n'ai pas d'ordre à donner. C'est un peu frustrant de faire comment dans la Marine nationale pour ne pas donner d'ordre, mais c'est comme ça que ça se passe. Ce système est donc un système de délégation qui est complètement pensé et assumé, et c'est un système de communication également du bas vers le haut, parce que ce n'est pas tout délégué et d'avoir une intention, encore faut-il que cette intention soit réelle et soit durable et résiliente aux circonstances. Et donc pour ça, je dois avoir des échelons de remontée d'informations qui me permettent d'actualiser cette intention. Communication. Troisième élément, la prise d'initiative. On est là dans une logique qui se complexifie de plus en plus, dans un monde qui se complexifie et dans laquelle on commande désormais par intention. Ce que les Américains appellent le mission command. Donc je donne la fidélité et après l'échelon subsidiaire organisera ça au mieux de ses ressources. C'est pas forcément très facile, ça peut augmenter la prise de risque, ça nécessite en tout cas de la confiance et ça nécessite en tout cas de permettre le droit à l'erreur. Et comment vous permettez le droit à l'erreur dans votre organisation ? Vraie question. Je vous amène là aux travaux de David Marquet, également capitaine de vaisseau de la marine américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle « Turn the Ship Around », sur son commandement de sous-marins nucléaires dans le Pacifique dans les années 2005 à peu près, et qui explique comment il a changé son organisation en permettant le droit à l'erreur et en donnant du coup de l'autorité aux échelons intermédiaires et aux échelons subordonnés. Dernier élément, et je terminerai par là, du commandement, pour moi, c'est la capacité à s'améliorer en boucle courte, capacité
dû à notre culture de je brief mon action, je conduis mon action, je débrief mon action, et on nourrit comme ça un retour d'expérience performant en boucle très courte, boucle de l'équipe, boucle de l'équipage, boucle de la flotte, et on a comme ça des noyaux de retour d'expérience qui se construisent et qui améliorent notre performance. Performance, là on est dans le domaine de la procédure la plupart du temps, mais on est aussi dans le domaine du feedback individuel, parce que tel opérateur, tel acteur, tel commandant peut avoir mal fait son opération. Et ce retour d'expérience, il est dépersonnalisé, au sens où il n'est pas accusateur, il est bien dans une logique d'amélioration pour la conduite suivante de l'action. Donc voilà comment je structure mon commandement, au sens décision du terme, par cette anticipation, cette communication, cette autorisation de l'initiative et ce droit à l'erreur qui va avec pour moi, et l'amélioration par un retour d'expérience et un feedback nourri. Donc au bilan, supervisé, animé, décidé, je vous ai amené un éclairage de commandant de bâtiment de combat, et je serai prêt à répondre à vos questions par la suite, plus tard dans la table ronde. Merci. Merci beaucoup, commandant. Nous allons à présent écouter la deuxième intervention de François Guizou, qui est géographe, qui était auparavant à l'école navale et qui rentre au CNRS, au Havre, dans une task force maritime qui se met en place, si j'ai bien compris, et qui va nous éclairer sur comment la mer et le milieu maritime font émerger des problématiques spécifiques, notamment des problématiques géopolitiques. On va en parler. Donc j'intègre une équipe spécialisée au Havre sur les ports et le commerce maritime. Il faut savoir que le Havre est le plus grand port à conteneurs en France, avec Marseille en deuxième position, mais que le second port en termes de tonnage. C'est donc très logiquement que le Havre s'est imposé comme une place où la recherche maritime et portuaire va être important. Voilà, super. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'intervenir parce que il y a une interdisciplinarité assumée et qui est nécessaire dans le milieu maritime, dans ce monde maritime. Je remercie donc mes collègues et amis pour cette invitation. Je suis géographe, je vais donc vous montrer des cartes et ça sera beaucoup de descriptions de contexte. Alors, parler du milieu maritime, c'est une vaste tâche. J'ai en conséquence fait le choix de me concentrer sur les 3 points suivants. Les flux marchands, les flux humains, et je finirai par une conclusion sur la durabilité plus large que la durabilité écologique et sur des questions de rentabilité. Je ne parlerai donc pas directement, mais très indirectement, du déterminisme des masses continentales et des côtes qui contraint la circulation des eaux et des hommes, des courants dynamiques vents et tempêtes qui contraignent les masses d'eau et mettent les navires et les marins à rude épreuve, de la richesse biologique, halieutique ou des ressources des fonds et très grande profondeur, j'entends par là gaz, pétrole et les nodules polymétalliques. Nous ne parlerons pas non plus des conflits et crises en cours, des questions polaires arctiques et antarctiques qui sont très à la mode en ce moment, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, convention dite de Montego Bay 1982, nous ne parlerons pas du droit maritime. Et enfin, je ne parlerai pas non plus des flux invisibles. Je pense aux câbles sous-marins, aux gazoducs. L'actualité nous en a beaucoup parlé. Et je ne parlerai pas des bateaux gris, c'est-à-dire les bâtiments militaires, les marines dites nationales et de leur mission, notamment la principale, assurer la liberté de circulation des mers. Bien évidemment, nous y reviendrons forcément pendant la session de questions. Je parlerai aujourd'hui des flux. Je suis géographe spécialisé sur les questions maritimes, la mondialisation, et mon travail au quotidien est d'étudier les réseaux, les flux et tous les systèmes réticulaires, particulièrement maritimes, particulièrement sur les ports et particulièrement en mer Rouge et dans l'océan Indien. Mon topo aujourd'hui sera bien plus large que ça. Cette première diapositive, elle est très intéressante. Elle illustre beaucoup de ce qu'est le commerce maritime international à l'heure actuelle et les flux marchands. Ce navire transporte des boîtes, les conteneurs, que vous voyez, ce sont ces petites marques colorées sur le navire. Ce sont des boîtes généralement de 6 mètres 1 à 12 mètres de long, donc 20 pieds et 40 pieds, 2,5 de large, 2,6 de hauteur. Il s'agit d'un petit entrepôt mobile et intermodal, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer sur tous les modes de transport.
Il peut aller sur une remorque, dans un avion, sur un train, etc. Ce conteneur peut contenir tout, des t-shirts aux ordinateurs, des canettes de boissons énergisantes au mobilier de jardin, bref, tout ce qui est manufacturé et plus encore. Sans même parler de ce qui est illicite. Gardons à l'esprit, alors illicite, je voyais ce matin aux informations, le port d'Anvers, c'est le premier port d'entrée de la cocaïne en Europe. Ça passe par où? Ça passe par les conteneurs. Gardons à l'esprit que le conteneur est l'un des plus puissants outils de la mondialisation. Ce navire d'une compagnie française, la CMA-CGM, troisième compagnie mondiale en ce qui concerne les conteneurs, s'appelle Jacques Saadé, c'est l'ancien PDG de la compagnie, PDG franco-libanais, mesure 399 mètres de long, peut contenir 23 000 unités conteneurisées, ce qu'on appelle les équivalents 20 pieds. Et pourtant, il ne faut qu'un équipage d'une vingtaine de personnes pour le manœuvrer. Alors, par rapport à nos collègues de la Marine nationale, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Alors, la complexité du navire est tout autre, mais quand même, c'est pas des outils faciles à utiliser. Au port, où il est chargé, déchargé, il reçoit l'appui de tout un tas d'acteurs, les pilotes, les flottils de remorqueurs, les lamaneurs. Alors les maneurs sont ceux qui fixent au quai, les pilotes et les remorqueurs sont ceux qui aident aux manœuvres, et de diverses professions portuaires qui œuvrent à la conduite des opérations logistiques, les grutiers, les fameux dockers, les chauffeurs. Et ce bateau est l'archétype du commerce mondial. Alors je n'ai pas choisi par hasard, parce qu'en plus, vous voyez l'avant du bateau, la proue... En fait, elle est verte, c'est-à-dire que c'est un navire qui fonctionne au gaz naturel liquéfié. Ça fait partie des dernières générations de navires produits dans des chantiers chinois, et c'est, la caution écologique du transport maritime. Alors, bien sûr, sur les 100 000 navires qui circulent dans le monde, les 100 000 navires marchands, ces porte-conteneurs ne représentent qu'une petite proportion, 5 000 navires. Ils sont pourtant décisifs. Alors sur les 100 000 navires marchands, cela représente 2,2 millions de tonnes de porc en lourd, c'est-à-dire le navire, sa cargaison et tout ce qui sert à sa propulsion globalement. Le fuel. Vous pouvez voir sur la photo, alors je vais vous le montrer en essayant de ne pas trop perdre le micro, ici un autre navire porte-conteneur, et ici, des pétroliers. Car il ne faut pas se leurrer, le conteneur n'est pas tout. Le conteneur cohabite... Alors, le conteneur est un vrac pour les mesures, mais le conteneur cohabite avec les vracs secs, c'est-à-dire les céréales, le charbon, tout ce qui est minerai, et les vracs liquides, c'est-à-dire le gaz, c'est-à-dire également le pétrole, et tout un tas de produits chimiques, principalement. Donc 100 000 navires, très diversifiés par leur usage, et qui transportent à peu près tout ce qui est utile pour le fonctionnement de nos économies, et ça sans évoquer les navires spécialisés dans le transport de véhicules neufs ou d'occasion, par exemple, dans le bétail, et sans même parler des véhicules hybrides qu'on voit souvent naviguer au Havre, puisque ce sont des navires hybrides, pardon. C'est des navires qui ont des cargaisons qui sont faites de conteneurs, mais aussi, par exemple, de véhicules. Donc c'est des navires qui sont vraiment très spécifiques pour leur mission africaine. Diapo suivante. Merci. Alors ici, on voit une carte, qui est une carte de la circulation maritime mondiale, qui date d'il y a quelques jours. C'est le site marinetraffic.com, qui est un site qui permet grâce à un système qui s'appelle l'AIS, qui est un système de localisation GPS qu'il y a sur globalement tous les navires de plus de 1000 tonnes, et sur les navires militaires également. Ça permet de voir finalement les flux, et ça dessine des routes, des lignes, comme vous pouvez le constater. Donc l'organisation de ce système maritime se fait ainsi. Des centres d'extraction ou de production au centre de consommation. Deuxième contrainte importante, par la route la plus courte, la plus directe du port A au port B, pour des questions de rentabilité, car les marges sont généralement maigres pour l'industrie maritime. Alors ne vous trompez pas, il y a eu une flambée du prix des conteneurs, c'est pour ça que la compagnie CMA-CGM a fait de l'argent comme ils n'en ont jamais fait. Néanmoins, les marges, il faut garder ça à l'esprit, sont généralement très minces. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc dans les contraintes qu'il y a les contraintes des côtes.
les contraintes des côtes pour aller du point A au point B le plus rapidement possible. Alors vous voyez sur cette carte, quelles sont les contraintes ? Bon, la côte, quelles sont les contraintes ? Les détroits, et puis après, le but est de relier le plus rapidement possible, je l'ai dit, la façade chinoise à la façade pacifique américaine, la façade est-américaine à la façade européenne, et la route la plus importante, qui est la route qui va de la Chine, de la façade asiatique, à la rangée nord européenne de ports, dont le Havre est le premier port, et qui s'étend sur tous les ports hollandais, allemands, belges. Cette route est la plus importante parce que la plus contrainte aussi. C'est-à-dire qu'elle passe par le détroit de Malacca, successivement par le détroit de Malacca, avec les questions de sécurité qui s'y posent. Je reviendrai sur la question des définitions ensuite entre sûreté et sécurité. Par l'océan Indien, qui a été animé un temps par la piraterie somalie, par la mer Rouge, on pense au conflit yéménite et au conflit qui peut y avoir tout le long. Ensuite passe le canal de Suez, puis passe une zone de migration importante, qui est la zone méditerranéenne, ensuite le détroit de Gibraltar, pour finir dans le Pas-de-Calais. Donc toutes ces contraintes que je vous ai détaillées, on va y passer un peu plus de temps, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que pour le conteneur, moteur de la mondialisation, cette route, ce tronçon de la route circumterrestre qui fait le tour du monde est tout à fait intéressant parce qu'il est dans une stratégie hub and spoke, c'est-à-dire de points de concentration et de points d'éclatement. Vous avez des ports très importants comme par exemple Tanger Med, grand port marocain, où vous allez avoir un port qui ne va pas se déverser, qui ne va pas déverser ses conteneurs vers l'arrière-pays, qui va juste servir à charger des bateaux plus petits vers des destinations secondaires, et ainsi de suite. Et c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que le marché va... Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Le marché fonctionne ainsi. L'arrière-pays va entraîner une concentration au niveau du port. Ensuite, le flux maritime, c'est cela. Et ça va jusqu'à... Donc, c'est l'avant-pays. Et ça va jusqu'au port suivant. Et en fait, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est le flux maritime, et c'est la stratégie de hub and spoke, où on va essayer de concentrer sur des points rebonds pour pouvoir desservir l'ensemble du monde. Évidemment, il y a des ports qui sont plus importants que d'autres. Je reviens sur ces questions. En masse, qu'est-ce que ça représente ? 800 millions de mouvements à l'échelle du monde, un chargement, un déchargement de conteneurs, un transbordement de conteneurs, et la Chine représente à elle seule 240 millions de mouvements. La France, à titre de comparaison, c'est 5 à 6 millions. Donc on voit bien quels sont les centres de production comparés aux centres de consommation. Tout cela est dans une économie qu'on pourrait qualifier de relativement basique, c'est-à-dire la triade. Même si ça ne fonctionne pas comme ça, la mondialisation est basée sur ces centres de production et ces centres de consommation. Le système est mondialisé, le marché du travail aussi. Sur les 1,9 million de marins, 250 000 sont philippins, 200 000 sont russes, de mémoire 70 000 sont ukrainiens, pour ramener à l'actualité, 140 000 sont indonésiens, et encore une fois, pour comparaison, 15 000 sont français. Donc vous voyez bien qu'il y a encore une asymétrie assez importante entre les centres de consommation et les centres de production, et surtout les centres de fourniture de marins, avec des équipages qui sont en plus rarement nationaux. Généralement, ils sont internationaux et donc multiculturels, ce qui doit vous faire penser, en termes de RH, à pas mal de problématiques. La question de la parité est aussi une question, je ne sais pas combien exactement il y a de femmes à bord des bateaux, mais en Europe, c'est une question, en dehors de l'Europe, pas vraiment. Le système est aussi visible au niveau du cycle de vie du navire. Il est généralement construit dans des chantiers en Asie de l'Est, Chine, Corée, et déconstruit pour récupération des métals sur les côtes du sous-continent indien, Bangladesh, Inde, notamment. Enfin, dernière remarque, une des plus importantes peut-être. Il y a une asymétrie marquée entre les pavillons des navires, c'est-à-dire leur immatriculation dans un État dont il doit suivre les lois, les conventions, les normes, et leur propriété effective. 3 exemples, très parlants tous. Malte, 2131 navires sous pavillon en 2020. Seulement 39 appartiennent à des intérêts maltais. Le Libéria, petit pays d'Afrique, 3939 navires immatriculés, dont seuls 6 appartiennent aux intérêts libériens.
A contrario, l'Allemagne n'a que 185 navires, mais en contrôle 2221. Donc encore une fois, le marché maritime et tous ces flux sont conditionnés aussi par une asymétrie extrêmement marquée. Diapo suivante. Alors on va changer de cadre, on va repartir sur cette carte où on voit les navires. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a deux sens dans la circulation. Il y a un sens mer-mer à longue distance et un sens terre-terre à courte distance. Ce flux marchand n'est pas le seul flux qui anime les mers. Il y a aussi le flux de passagers, qui sont en fait la continuité des routes maritimes terrestres. Et un exemple sur la Manche orientale, Manche Est et mer du Nord, séparée par le détroit du Pas-de-Calais, cet exemple est criant. On voit bien que finalement, il y a tous les navires que vous voyez en bleu qui font le transmanche, le commerce transmanche, commerce de passagers. Et donc, il y a là un flux humain qui coupe un flux marchand. Donc, à cette global supply chain, il faut évidemment rajouter, et à ces ruptures de charge, il faut évidemment rajouter les flux de passagers. Alors, on voit bien que si on fait se croiser des navires au niveau du détroit du Pas-de-Calais, là, il y a un problème de sécurité. Alors, un petit point quand même. Sur les définitions. Dans la communauté maritime francophone, nous définissons sécurité et sûreté maritime d'une manière un peu particulière. La sûreté maritime est l'action de forces extérieures hostiles contre un navire, typiquement piraterie, terrorisme, attaque cyber, mine marine, attaque côtière. La sécurité maritime est un problème intrinsèque au navire et à son fonctionnement qui peut entraver la circulation maritime. Une panne, une rupture de remorque, un incendie, une perte de conteneur. Vous avez tous vu les images de l'Ever Given qui s'est mis en travers du canal de Suez et ça a bloqué la circulation. C'était un problème, un défaut de remorquage et un défaut de pilotage probablement avec couplé à des conditions pas simples, climatiques pas simples. Alors les deux se combinent bien évidemment. Un navire en panne de propulsion dans une zone de piraterie court un risque d'abordage et une attaque cyber incontrôlée contre un navire peut l'envoyer contre un autre de manière fortuite. Donc vous l'aurez compris, c'est l'inverse de ce qui se fait ailleurs. Ces flux humains, diapo suivante s'il vous plaît, ces flux humains peuvent aussi être beaucoup plus funestes. Donc ce sont des flux qui sont plus discrets et qui animent malheureusement et très régulièrement les médias par leur caractère tragique. Ce sont les flux migratoires considérés comme illicites, animés notamment par des réseaux qui sont des réseaux africains. On part de Libye, on essaye de la traverser vers l'Europe et ensuite on va aller vers le Pas-de-Calais. Donc on voit ici plusieurs composantes. Là vous avez le navire chargé à ras-bord de migrants. Ici vous avez un navire qui s'est détourné. On voit le bulbe et on voit ici une partie du navire. Et là, vous avez un navire d'une ONG qui est un remorqueur, qui est le Phoenix. Et donc ça a été pris à Malte, au large de Malte. Et c'est un flux de migrants qui est incessant et qui ne cesse de s'intensifier. C'est aussi visible au niveau du Pas-de-Calais. Cela pose évidemment un problème de sécurité pour les migrants, comme pour les navires qui se déroutent, comme pour les gens qui vont leur porter secours. La solidarité des gens de mer est bien réelle, mais elle montre régulièrement aussi ses limites. On a vu des navires marchands qui passaient devant des navires contenant des embarcations de migrants ne pas se détourner pour des questions d'assurance, de sécurité, de rentabilité, et j'en passe. En Méditerranée, rien que pour la route centrale, Malte, Sicile, Lampedusa, ce petit îlot italien, 15 000 migrants ont réussi à traverser en 2020. Pour le Pas-de-Calais, 52 000 tentatives ont eu lieu en 2021. Le dernier accident très grave, c'est plusieurs dizaines de morts, c'était le 24 novembre dernier. Et rappelons que le business de la migration est un flux financier à part entière. C'est une entreprise bien réglée, au détriment des clients,
et un système mafieux international très rémunérateur à tous les niveaux, donc du passeur local, à l'état de départ, la Libye notamment, des groupes criminels dans l'état d'arrivée, on pense aux mafias italiennes qui tiennent une partie des camps de migrants. Mais il reste que les migrants sont des usagers de la mer, au moins pour un temps, quelques jours. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, un autre problème de sûreté, celui-là, et ça c'est clair et net, c'est la piraterie maritime. Donc là, vous voyez toutes les pirateries maritimes la piraterie maritime africaine. Il y a un endroit qui a été longtemps dans l'actualité et où ça redémarre légèrement, c'est le détroit de Malacca, en Asie du Sud-Est. Ici, il y a 2 types de piraterie. Alors, pour la façade occidentale, ça n'a pas vraiment changé. Donc ça, ce sont des données qui, je pense, datent de... Ah oui, non. Oui, mais la carte est de 2018, mais les données sont sur les données de 2008-2012. Donc vous avez la manne pétrolière qui entraîne un racket généralisé et une piraterie dans le golfe de Guinée, qui est maintenant qui devient le vrai point chaud. Et c'est une piraterie qui est plutôt littorale ou à courte distance des côtes. Et puis vous avez eu la piraterie sur laquelle on a un meilleur recul d'un point de vue scientifique, qui est la piraterie somalienne, qui allait par phases successives jusqu'à 800 000 nautiques. Donc là, on était sur une piraterie de grand large, une piraterie qu'on pourrait qualifier d'auturière, et ces 2 pirateries sont basées sur l'économie de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'on enlève l'équipage, on vole les effets personnels, le bord, l'argent du bord, on les ramène à terre, et une fois que c'est fait, on demande une rançon. Alors, j'en suis où ? Par contre, il faut voir aussi que cette piraterie entraîne l'injection de beaucoup d'argent, par exemple en Somalie, et indirectement, les autorités internationales, les armateurs aussi, payent pour de la coopération ou de l'appui aux autorités somaliennes. Donc c'est gagnant-gagnant. Puis il ne faut pas oublier que cette piraterie fait gagner beaucoup d'argent au secteur maritime. Et cet argent-là, c'est l'argent des assurances, l'argent du matériel pour défendre les navires. Et tout cela font que les équipages, qu'ils soient pirates ou équipages attaqués, montent en compétence. Et ils montent en compétence parce qu'il faut répondre à ce nouveau défi. En ce sens, pour les équipages, il y a des séries de mesures, les Best Management Practices, qui ont été développées par les grandes institutions traitant du maritime. Cette activité est très structurée. La piraterie, c'est un phénomène entièrement mondialisé, puisqu'il va prélever de l'argent sur des lignes mondialisées, aller dans la boîte noire somalienne et réinvestir cet argent en Somalie, mais pas que en Somalie, va réinvestir cet argent aussi en Europe ou en Amérique du Nord. Comme pour l'immigration, je l'ai dit, il y a l'apprentissage de techniques maritimes, d'une technicité acquise, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui doit aussi chez vous être quelque chose d'intéressant. Alors je fais passer un message, c'est le dark knowledge, c'est-à-dire la capacité à transmettre un savoir sans que ce savoir soit visible et soit modélisé. Donc, avant ma conclusion, les marins, migrants et pirates sont des populations qui sont en migration permanente et font partie de ce milieu maritime. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et pourtant, le système marchand fonctionne, et le système des migrations et des flux humains fonctionne, qu'ils soient illicites ou qu'ils soient réguliers. Alors, je me suis posé la question de quel est l'avenir dans un objectif de durabilité. Alors, l'avenir est-il l'automatisation ? Alors, vous avez un navire autonome porte-conteneur sur votre gauche. C'est un drone, factuellement. Est-il la numérisation avec les smart ports entièrement automatisés ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait automatiser tout de l'entrée du conteneur au port jusque l'entrée, le chargement sur le navire, puis toute la route du navire, puis le déchargement ? Et puis ainsi de suite, voilà. Donc cette évolution vers l'automatisation pose quand même certains risques, notamment le risque cyber qui me semble être parfaitement accru. Alors nous avons à Brest la chance d'avoir à l'école navale une chaire qui traite de ces questions-là, la chaire cyberdéfense des systèmes maritimes. Et puis nous avons aussi l'association France Cyber Maritime qui traite de ces questions-là au quotidien. Et puis, il y a une autre chose, c'est que je vous ai montré un bateau de 23 000 EVP. Celui à gauche, c'est quelques centaines. Celui à droite, c'est 2500 EVP.
Donc dans des logiques de massification, c'est évidemment pas rentable. Ensuite, quelque chose qui est plus sur la durabilité écologique. Le VELIC, la navigation au vent, les énergies alternatives, les systèmes anti-pollution, les scrubbers qui filtrent les fumées. Et là, l'industrie maritime est lente, pour une bonne et simple raison, c'est que ça coûte cher. Et puis, vous avez une citation, qui est la citation du patron de Maersk, deuxième compagnie maritime de conteneurs, qui disait, en pleine période de piraterie somalienne, que les écologistes, il dit les câlineurs d'arbres, sont bien plus pénibles que les pirates. Et que personne ne s'affole contre les câlineurs d'arbres, alors que tout le monde s'affole, et les marines s'affolent contre la piraterie. D'un point de vue business de l'armateur, du point de vue de l'armateur, le problème, il est plus en termes de coûts pour les systèmes qui vont être les systèmes bleus, enfin verts mais bleus adaptés aux océans, plus que les questions de sûreté maritime, qui finalement sont juste des perturbations. Donc durabilité économique, c'est plus de rentabilité. Durabilité écologique s'oppose à rentabilité. Et enfin, à l'échelle humaine, et ça sera mon dernier mot, la question des migrations, elle me semble très ardue. Une migration illicite, j'entends. Il faudrait désorganiser les réseaux mafieux, il faudrait détruire ces réseaux qui font vivre beaucoup de monde. Et la durabilité du système mondial impose aussi le développement de l'Afrique. Et quand vous avez une classe moyenne qui quitte en migrant pour aller vers l'Europe, pour aller vers les États-Unis, ensuite en rebond vers l'Europe, vous perdez beaucoup de choses. Vous perdez du savoir-faire, vous perdez des techniques, vous perdez la classe qui a pu aller se former dans les universités. Juste, pensons que les gens les plus pauvres, ils n'ont pas les moyens de bouger. Donc ces gens-là sont immobiles, sont bloqués dans leur pays et ne peuvent pas faire avancer l'économie et la science dans leur pays. Donc ça, c'est pour un développement plus durable. Je vous remercie et je précise quand même que l'ensemble des données concernant le commerce maritime provient de la CNUSED. Les données migratoires proviennent des autorités nationales et des agences onusiennes. La diapositive sur la piraterie est issue de mon travail et de mes publications personnelles. La carte en diapositive 3 est reprise du site transportgeography.org, produit par Jean-Paul Rodrigue de l'université d'Hofstra à New York. Et les cartes de trafic proviennent de marinetraffic.com, site commercial issu d'un projet universitaire grec. Comme quoi, voilà. Merci. Merci beaucoup, François. On va du coup, alors nous évidemment, Lionel et moi, on a des questions, mais on va laisser l'opportunité à la salle de poser des questions à nos deux intervenants. Donc n'hésitez pas. Et c'est le moment. Nous sommes aussi les gardiens du temps. Voilà. Le temps que ça se mette en place, moi j'en aurais une. En termes de compétences tous les deux, vous avez parlé de monter en compétences au niveau des équipages. Commandant Wenegan, il y a une évolution au sein de la marine entre les bâtiments, les frégates avant qui avaient 250 personnes et maintenant ton équipage est plus réduit. Ça veut dire que par tête, eh bien, il y a une exigence donc en termes de compétences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et puis tu en as parlé aussi, François. Oui. Je trouvais que c'était intéressant au niveau RH de croiser vos regards là-dessus. Alors, l'exigence en termes de compétences que tu décris, elle est très vraie et on la voit sur la partie optimisation qui est poussée à l'extrême dans une logique de rentabilité d'un navire de commerce où on va mettre beaucoup moins de marins. Nous, on est passé donc sur ce type de frégate. La frégate que je commande est donc armée par 110 marins et celle de la génération précédente qui était, j'avais envie de dire, 1,5 fois plus petite, était armée par 250 marins. Alors, deux éléments là-dedans, c'est que la technologie nous permet de l'automatisation. Très bien, donc ça amène une simplification pour l'opérateur, également une complexité du système qui n'est pas évidente à gérer. Ce qui nous a amené à cette réduction, c'est aussi des logiques de rentabilité, parce qu'on a beau être navire d'État, quelque part vos impôts sont là, et donc on cherche aussi une rentabilité.
La conséquence en termes de formation, c'est la suivante. La marine a toujours été une armée technique et donc on a toujours une culture de la formation. On a énormément d'écoles dans la marine, d'écoles d'experts métiers, et nos marins passent beaucoup de temps à se former, à se transformer d'un point de vue compétence, j'allais dire connaissance académique. Pourquoi cela? Car notre niveau de recrutement n'est pas forcément toujours très élevé. On recrute des jeunes hommes et des jeunes femmes à tous les niveaux. Ça commence à passer le brevet, passer le CAP. Ça se termine avec des écoles d'ingénieurs. Mais on a tous les niveaux au départ et tout le monde dans la marine a sa chance. Donc on a vraiment cette culture-là de vouloir faire monter les gens dans leurs responsabilités au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Tout dépend du niveau de départ académique. Et donc on se doit de les hisser. Ça, c'est une structure plutôt marine nationale. Au sein de mon équipage, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par l'exigence que j'ai de faire monter en gamme mes marins. Alors une fois qu'on est expert tout en haut de la pyramide, c'est assez simple, mais on devient du coup un formateur, et donc on consacre des temps au développement individuel du marin, dans une logique d'autonomie, de résilience de mon organisation, c'est un bénéfice direct, mais surtout dans une logique future, du futur poste que ce marin embarquera, qu'il rencontrera dans son prochain navire. Et le plus on peut en transmettre par l'expérience, par la maîtrise des outils, par la stimulation, par l'entraînement, eh bien le plus ce marin grandira, encore une fois, dans un but immédiat de résilience de mon organisation, mais également dans une logique future d'emploi au sein de la marine. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN, mais j'ai envie de vous dire, ça fait partie de l'ADN de tous les marins, parce que vous avez intérêt à avoir un maximum de compétences dans une organisation qui est fermée. Concernant les marines marchandes, il y a plusieurs façons de voir. En France, on a un système de formation qui est tout à fait opérationnel. En Europe, en général, en Amérique du Nord, c'est pareil. Mais maintenant, qui pour les officiers, notamment, a de plus en plus de concurrence des pays d'Asie du Sud-Est qui forment de très bons officiers. Il faut savoir quand même que pour les Philippines, les sociétés, type les sociétés dont j'ai parlé, les gros armateurs, passent par des sous-traitants. Ces sous-traitants forment plus ou moins bien leurs marins. Et puis par ailleurs, il faut voir aussi que dans ce marché-là, notamment aux Philippines, il faut payer pour travailler. C'est-à-dire que vous cotisez en fait, vous avez une agence d'intérim, vous payez votre agence d'intérim. C'est aussi simple que ça. Et les temps d'embarquement sont aussi beaucoup plus longs. On a vu des marins, alors bon, je ne parle pas des marins esclaves chinois, qui eux peuvent rester pendant des années et des années, mais il y a quand même des temps d'embarquement qui peuvent être très longs, qui peuvent aller avec un retour, peut-être une pause au milieu, de 2 à 4 ans quand même, avec une pénibilité. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir des techniciens qui sont forcément ultra performants. Néanmoins, même en Asie du Sud-Est, ça progresse très fort. Pour ce qui est de l'automatisation des navires, un navire de 400 mètres de long, vous imaginez ce qu'il faut marcher pour aller de l'avant à l'arrière. Ce sont des navires qui sont de plus en plus automatisés, avec les problèmes aussi de la sensibilisation aux outils informatiques, qui est un enjeu de tous les jours. On voit des passerelles où le code est marqué 1, 2, 3, 4 sur la passerelle, et il suffit d'avoir accès à la passerelle pour avoir accès à tous les systèmes du navire. Donc voilà. Donc moi je pense que le futur c'est une formation toujours plus pointue. Et comme vous le disiez, commandant, plus on automatise, plus il faut des experts. Et ces experts-là, pour l'instant, on peut les trouver dans les formations européennes, quoique, mais clairement pas pour les formations asiatiques, d'Asie du Sud-Est. Et enfin, la question ensuite, c'est l'apprentissage sur le tas. Parce que contrairement à la marine, les équipages sont multinationaux et sont pas forcément des mêmes, pas forcément au sein d'un bateau, pas forcément des mêmes employeurs. Donc ça, c'est compliqué d'harmoniser. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Lionel, tu veux... Oui, bon. Bonjour, Laurent Goussard, Poitiers. Je travaille sur l'emploi des seniors, l'emploi des travailleurs en seconde partie de carrière. Et j'avais une question à poser surtout au commandant, mais également à M. Guizou, si vous avez une réponse à apporter. Donc c'est un enjeu pour les sociétés, la société civile. J'aurais voulu savoir si dans l'armée, alors que les départs en retraite en général sont relativement tôt, est-ce que c'est un élément qui est pris en compte ou qui va être pris en compte? Et si oui, comment est-ce que vous allez gérer donc l'employabilité, la pénibilité dans vos emplois au niveau des personnes de plus de 50, 55 ans, 60 ans? Merci. Merci pour votre question. Comme je vous l'ai dit, la moyenne d'âge sur mon bateau est de 28 ans et je fais partie des seniors de mon bateau. Donc,
Il n'empêche que j'ai, je vais vous dire, 2 marins de plus de 50 ans. Voilà, sur un équipage de 110, voilà vraiment taux de marins de plus de 50 ans. Alors pourquoi cela ? Parce que effectivement, le métier de marin de combat, en tout cas, est un métier fatigant. Voilà, c'est fatigant parce que je vous ai parlé d'équipes fonctionnelles. Les équipes fonctionnelles font du quart. C'est-à-dire qu'ils se relèvent tant d'heures après tant d'heures. Donc en général, on est à faire du quart par tiers, donc des quarts de 4 heures, et toutes les 4 heures, vous repartez pour une série d'équipes. Ce travail en mer, de nuit, un peu répétitif parfois, est usant. Et c'est là où le senior se trouve dans une position d'expert. Donc les seniors qui sont à bord de mon bateau ont des positions d'experts et donc ne font pas trop ce quart-là. Deuxième élément d'usure, quand vous êtes marin et que vous partez longtemps en mer, vous usez rapidement votre famille. Et donc il y a une acceptabilité de la famille qui va pour un temps. Voilà. Donc il y a un moment où quand vous avez passé 15, 20 ans de votre vie en mer, alors ou vous ne pouvez pas vous en passer, mais c'est peut-être votre famille qui se passe de vous, ou du coup ça devient plus compliqué de trouver un équilibre et vous dites voilà, il va être temps que tu poses ton sac. Alors c'est un vrai débat chez un marin que de poser son sac à terre, mais une fois qu'on y a goûté, c'est dur de repartir. Parce qu'effectivement on est sur un autre rythme de vie qui est exaltant quand on a 20 ans, qui est plus compliqué quand on est senior. Il n'empêche que la dernière élément, c'est le contexte d'emploi. Le but de mon bateau, c'est d'être performant au combat. Et c'est là où le senior devient moins réactif que le jeune de 25 ans. Voilà, c'est fonctionnel. C'est pas que j'aime pas les seniors, mais c'est qu'il y a un temps pour tout. Et comme mon organisation est quand même plutôt pyramidale, et ben j'ai plutôt plus de place en bas qu'en haut dans une logique de progression. Chez les seniors, il y avait un régime dérogatoire pour répondre à votre question à la marine marchande. Je crois qu'il a disparu. On ne peut pas faire aussi tout ce qu'on fait quand on commence à être âgé. Alors il y a des voies pour se reclasser, hein, notamment à terre, puisque même s'ils ne sont pas ingénieurs, ils sont très demandés en termes de directeurs techniques dans les entreprises. Hein, voilà. Ils ont des compétences qui sont quand même reconnues. D'ailleurs, on peut se poser la question sur le passage des ENSM en école d'ingénieur, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? Et puis un temps pour tout, comme disait le commandant. Bon, je ne vais pas faire mystère, hein, j'ai un père qui est commandant de la marine marchande. Quand on arrive à 55-60 ans et qu'il fait 40 degrés en machine, 50 degrés en machine et qu'il faut se baisser, ben, c'est pas la même. Et juste une information, hein, les marins en général ont une espérance de vie de 10 ans de moins que la population. Donc ça dit beaucoup du métier. Voilà, c'est des métiers qui sont des métiers difficiles physiquement, et puis vous êtes sur des rythmes où vous avez des quarts, vous êtes décalé, la vie de famille n'est pas forcément simple, vous fumez, vous buvez du café à l'excès, bon maintenant il n'y a plus trop les problèmes d'alcool à bord, mais voilà, donc souvent on est usé quand on est marin, cependant il y a des commandants qui vont jusqu'à la retraite à 65 ans, et puis il y a des jeunes qui dès 35 ans sont chefs mécaniciens et commandent aussi par exemple des gaziers, hein. Juste deux compléments. La limite d'âge pour commander un bateau de la Marine nationale est à 45 ans. On n'accède pas à un commandement après 45 ans. Et j'ai, au sein de mon équipage et au sein de la Marine en général, aucun problème de reconversion. Donc les compétences qu'ils arrivent à acquérir, si spécifiques qu'elles soient, leur permettent de trouver un emploi quelques mois après leur passage dans la Marine. C'est vraiment pas un souci chez nous, et même c'est un effort supplémentaire qu'on fait pour s'assurer de ce turnover et de ce flux de recrutement. On assure aussi un flux de reclassement très très fort et très très satisfaisant. Et pour compléter, le problème c'est pas tellement le reclassement, c'est l'envie qu'ont les gens de retourner en mer quand ils sont à terre et qu'ils voient qu'à terre, même si ça rapproche la famille, même si ça peut être extrêmement pénible par rapport à ce qu'ils ont connu pendant leurs 20-25 ans de carrière en mer. Est-ce que je regarde le temps Moi j'ai une question. Moi j'avais une. Moi, j'avais peut-être une petite question, mais c'est de voir comment est-ce que bon, d'abord, j'ai trouvé ça super intéressant, hein, donc c'est d'abord une question pour le commandant, c'est de savoir comment vous gérez la diversité croissante des équipes. Et donc, on a l'arrivée des femmes, d'abord, maintenant, de plus en plus souvent dans les équipes, mais on a aussi, je suppose, beaucoup de diversité culturelle, diversité de religion, et on sait que ça génère des tensions. Comment est-ce que vous gérez ces aspects-là ?
Merci pour votre question. Donc effectivement, j'ai des femmes à bord. Moi, j'ai 14 femmes à bord de mon bateau. On va me dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est la moyenne de la marine. On est en gros à 13% de taux de féminisation au sein de la marine. C'est pas simple parce que c'est un milieu qui est très masculin au départ et l'acceptation des femmes n'a pas été très très simple dans notre métier. L'avantage qu'on a, c'est comme on a un turnover important et une population jeune, elle est moins soumise à ces biais culturels. J'ai envie de dire que c'est pas un sujet sur un bateau de surface comme le mien d'avoir des femmes aujourd'hui. Ça l'était il y a 20 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. Alors on peut me dire 20 ans c'est peut-être long, mais il n'empêche que c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'une génération passe et que ça ne devienne pas un souci d'un point de vue intégration en tout cas. La diversité culturelle, sociologique que vous évoquez est effectivement un sujet d'autant plus que je prive l'individu de son espace de liberté. Liberté au sens personnel du terme, il a très peu d'espace privé. Je vais la mettre sous cloche, le temps de la mission, le temps de la navigation. Je ne peux pas lui donner cette liberté, je ne peux pas lui donner cet espace pour lui. Alors je vais le créer pour des structures confessionnelles, où on va avoir des espaces de prière. Je n'ai pas un espace par confession, mais je vais avoir un espace dans le bateau où je vais leur permettre, suivant leur rite, suivant ceux qu'ils veulent, d'exprimer leur religion, de la vivre ensemble, pour ceux qui voudraient le faire. Mais ça concerne très très peu de marins, parce qu'on est plutôt dans une logique de bulle. Et on se met dans une bulle, et on vit ensemble dans la bulle. Et donc c'est bien le collectif qui vient aller au-delà de l'individualisme à ce moment-là. Et donc le marin qui se renfermerait tout seul dans son espace privé, rapidement vivrait mal. Il vivrait mal la durée. On est trop nombreux pour se permettre un espace de privé et en même temps on est suffisamment nombreux pour amener une autre chose et une autre vie en société dans le temps long qui est le nôtre. Donc on est vraiment sur une culture de je pars longtemps en mer, plusieurs mois, et quand je pars plusieurs mois, je construis une petite société au sein de cet équipage, société qui va s'entraider. Et je vais aller même au-delà de ça, puisque cette société va créer une société autour de ce bateau-là, avec tous les proches qui sont les nôtres, et qui vivent notre absence, et qui vont eux aussi s'entraider, parce qu'ils vivent la même souffrance. L'idée, c'est de pouvoir créer cette structure, et de donner des palliatifs ou des exutoires dans cette nouvelle société qu'on aura créée l'espace de quelques mois. Oui, ça diffère radicalement de ce qui se passe dans la marine marchande, comme le disait à l'instant Lionel Honoré. La question, c'est quand l'officier européen de l'Ouest, on va dire que son lieutenant est polonais, que la nourriture est faite par un Roumain et que derrière ce sont des Philippins qui travaillent en machine, il y a forcément des questions de rapport à l'autre. C'est pas toujours simple. Et c'est pas simple entre les bateaux non plus. On entend souvent à la VHF des choses qui sont insultantes pour certaines communautés. Et ça, c'est pas... Bon, voilà, c'est l'histoire du monde, quoi. Moi, j'avais une question... Si juste pour prolonger la question vraiment en 2 secondes, il y a un élément quand même très intéressant dans la marine marchande, qui est l'impact des nouvelles technologies et d'Internet, qui a fait qu'en dehors du temps de travail, ou sur un supertanker, par exemple, il y a 10 personnes qui travaillent en même temps, et c'est énorme, donc on ne les croise jamais, les officiers, notamment, sont enfermés dans leur cabine, parce que dans leur cabine, ils peuvent parler à leur famille, ils peuvent regarder des films, ils ont Internet, et du coup, ils sont impliqués dans un autre monde que celui du bateau, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui fait communauté, même pas le travail, quoi. Il y a le karaoké éventuellement, ouais. Ou la salle de sport, quoi. Mais sinon... Non, mais c'est pas une blague le karaoké, hein. C'est réel. Hein. Vous aviez une question. Alors, j'y vais. Merci pour ces 2 exposés. En fait, j'ai une question sur... vous parliez tout à l'heure du dark knowledge. Une question sur l'intelligence des situations et des interactions. Parce que c'est passionnant, tous les deux, vous avez montré la question des flux sur un espace qui est immense, les mers, les océans, mais en même temps très contraint, quand on voit en plus la densité de certaines situations. Et la diversité, bateaux de marine, bateaux marchands, tout ce qui est aussi navigation de loisirs, dont on n'a pas... Et je voulais savoir comment se passent ces interactions. Alors, c'est... capitaine, quand vous croisez, je ne sais pas, des migrants ou un bateau marchand qui est visiblement absolument pas en bon état, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, ou est-ce que c'est la mission, à coûte que coûte, et pour le géographe, comment est-ce qu'il y a une hiérarchie, en fait, cette intelligence des interactions qui ne s'apprend. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des procédures? Ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qui s'arrêtent avec la procédure et autre chose qui démarre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça me fascine assez quand je vois les cartes.
Merci beaucoup pour votre question. Alors, il y a dans le monde maritime ce que vous avez appelé une communauté des gens de mer. Cette communauté, elle est très vraie, c'est que les marins se respectent entre eux. Peu importe que leur métier paraisse, je ne sais pas, semblable ou différent. Effectivement, on fait des métiers très différents pour moi, en termes de production d'effets. Voilà. Mon métier n'a rien à voir avec celui d'un pêcheur, qui n'a rien à voir avec celui d'un voilier de loisirs, qui n'a rien à voir avec celui d'un porte-container, qui n'a rien à voir avec celui d'un trafiquant de migrants. Et pourtant, on est tous en mer. Et donc, on vit tous cette difficulté qu'est le monde maritime qui ne vous pardonnera rien. Et donc, on a cette solidarité et cette compréhension mutuelle. Donc, dans les actions, vous me dites quelles sont nos interactions, on a un respect mutuel, voilà, qui fait qu'on va se saluer. Et j'ai envie de dire que c'est indépendamment des cultures. On a des traditions qui se ressemblent aussi. On a des manières de vivre, des espaces de navigation qui sont assez communs. Donc, vous avez sûrement entendu parler, ou je ne sais pas, en tout cas dans les lignes imaginaires du monde, il y a l'équateur, qui n'est pas une ligne, je vous rassure, il n'y a rien à ce moment-là, si ce n'est un franchissement géographique d'un système de coordonnées qui est différent. Et cette ligne imaginaire, elle est très symbolique pour un marin, qu'il soit de commerce, qu'il soit militaire, qu'il soit français, qu'il soit d'une autre nationalité. Et donc on a des célébrations de passage de l'équateur parce qu'on va franchir une ligne symbolique. Et donc par ce franchissement, on va initier ceux qui n'étaient pas forcément initiés à cette espèce de peur d'aller dans un espace inconnu qu'est le monde maritime. Ces rites initiatiques, ils sont vrais dans toutes les marines, ils sont vrais dans tous les métiers et dans toutes les cultures. Et c'est assez intéressant de le retrouver. Cette intelligence de situation de rencontre, ce respect, il se traduit par le respect ou l'impératif pour nous de sauver la vie humaine. Un marin va toujours se dérouter pour aller sauver une vie humaine, peu importe la nature de sa vie humaine, peu importe ce qu'il va vous faire, il va toujours se dérouter. Alors c'est un impératif légal, mais culturellement il va le faire. Et il va le faire qu'il soit marin d'État, qu'il soit plaisancier. Un plaisancier va aller porter assistance au plaisancier d'à côté. C'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on sait que le jour où ça va nous arriver, on sera ravis que quelqu'un le fasse pour nous. Et en termes de procédure, donc ça c'est une culture qui n'empêche pas de faire son métier à côté. En termes de procédure, il y a effectivement des procédures de sauvetage de la vie humaine qui existent et qui sont appliquées par tous les navires. Et après, la gestion de la mission par rapport à cette procédure, ça va dépendre de la nature de la mission. Et dans le domaine qui est le mien, il y a peut-être des moments où je mettrai une pudeur sur cette nature, effectivement, cette imposition. Ouais, moi, je ne suis pas un opérationnel comme le commandant, donc je regarde ça d'un regard d'analyste et puis a fortiori géographe, c'est-à-dire assez détaché de l'objet. Je pense que, par exemple, si on prend le cas de la piraterie, que je connais mieux que les autres, comment se forme un pirate ? C'est ça la question. En fait, c'est compliqué de savoir comment il se forme. C'est quoi un pirate ? C'est un gars qui il appartient à un réseau, mais il ne sait probablement pas nager. Il va devoir monter sur un navire où il y a 15 mètres de franc-bord. Il tombe, il est mort. Et il peut arriver sur le navire et qu'il y ait des hommes armés qui lui tirent dessus. Alors qu'il n'a pas de formation aux armes, si ce n'est qu'en Somalie, tout le monde a une arme. Enfin, j'exagère, mais c'est dans l'idée. Et donc, en fait, on se rend compte que, en fait, il y a des choses. Il y a eu des réseaux de formation. Il y a eu, et puis il y a le petit copain qui voit que le réseau d'à côté, il fonctionne, qu'il arrive à animer, à faire rentrer de l'argent. Il va faire, c'est par mimétisme. Et ça, c'est assez typique. Il faut voir que les pirates somaliens n'ont jamais été des pirates avant. La Somalie, elle ne regarde pas l'océan. Il n'y a pas de pêcheurs en Somalie. Tout ça, c'est des foutaises des années 60-70, où effectivement, ils ont essayé de développer les pêches. Mais traditionnellement, il n'y a pas de pêcheurs. Donc en fait, on est sur une génération spontanée. Et on ne sait pas trop comment ça a commencé. Alors on commence à le savoir, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, petite dernière question, parce qu'on voudrait vous accorder... Non, on a au fond, non. Oui, très rapide. Ewan Wari, ESG UQAM. Merci pour vos deux exposés, c'était vraiment passionnant, puis très différent. On voit la richesse du monde maritime. Ma question était pour le commandant le Bourris, parce que j'ai bien aimé votre image sur les trois amers qui permettent de vous positionner. Alors, on était sur le commandement, mais je pense que ça peut fonctionner pour l'ensemble des choses. Si je l'utilise en cours, je pense qu'il faut que j'explique les amers sur la mer, ça va devenir vite de la poésie. Mais ma question est... Ok, vous avez le phare de la Pointe Saint-Mathieu et vous pouvez vous positionner grâce à cette mer-là, mais parce que vous avez une carte. Et donc ma question était comment vous êtes construit votre carte du commandement, c'est-à-dire apparemment vous lisez des livres, donc on a enfin trouvé un de nos lecteurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous lisez des livres, est-ce qu'il y a des formations dans la Marine nationale ? Vous avez parlé beaucoup des métiers techniques, mais sur cet aspect de commandement, de management, etc., est-ce que c'est aussi la mobilité tous les 3 ans sur les bateaux? Ça, vous n'êtes pas rentré en détail, mais j'imagine qu'à chaque fois, il y a une progression dans la carrière, dans les responsabilités, etc. Enfin, juste quelques mots sur comment vous avez construit votre carte
du commandement qui vous permet, quand vous avez 2 amers, de savoir si vous êtes bien là où il faut ou si vous êtes dans le rat-de-sein et c'était pas prévu? Bon, la question est passionnante, on m'a donné 15 secondes pour répondre, donc je vais essayer d'aller vite. Il y a un peu de tout ça dans la réponse. La réponse, elle est d'abord académique, hein. J'ai été formé dans une institution de la Marine nationale qui a quand même plusieurs siècles de fonctionnement. Donc on sait à peu près ce qu'on fait quand on forme des gens et quand on les transforme. Alors on les adapte aux technologies, on les adapte aux menaces, on les adapte au contexte et aux circonstances, mais le cœur de métier que vous décrivez reste le même. On est à commander des hommes ou à diriger dans l'action. Ça reste un savoir-faire qui est multiséculaire au sein de cette institution-là. Multiséculaire et en même temps ouvert sur l'extérieur. La preuve, c'est qu'on échange dans des chaires de leadership. Donc on vient prendre la donnée là où elle est et chez les experts tels que vous êtes. La deuxième, elle est sur l'expérience, forcément. Je commande ce bateau-là, j'en ai commandé un autre avant. Normalement, on est sur des structures à 3 commandements dans une carrière. Ça, c'est des temps de commandement qui sont avec des bateaux plus ou moins compliqués. Et en parallèle de ça, j'ai servi sur ce type de navire pendant 16 ans à la mer. Donc je sais de quoi je parle. Quand on parle d'expérience, je me suis nourri de cette expérience. Et enfin, c'est une démarche personnelle puisque je lis, mais je ne suis pas le seul à lire dans la Marine nationale, heureusement. Ça, c'est l'avantage d'être en mer longtemps. C'est qu'on est ouvert, aux productions dans ce domaine-là. Alors, c'est un prisme qui est très personnel, mais je vous rassure, les autres sont un peu comme ça aussi. On se remet en question beaucoup parce que la mer a cette facilité qu'elle vous remet rapidement dans votre humilité et elle vous impose rapidement sa force. Donc, le marin est par nature humble et par nature, il va aller chercher la solution, peut-être là où il ne l'a pas trouvée jusque-là. Merci.